Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette 13e édition, si je ne me trompe pas, d'Eleneo Academy. Je ne sais pas quel temps il fait, j'imagine quel temps il fait chez vous. Je peux vous dire que dans ce qui nous sert de studio, il fait très très chaud. L'absence de clim et la lumière font qu'effectivement c'est compliqué. On va essayer de tenir. Alors d'habitude, le Eleneo Academy dure 30 minutes. Là, le sujet est compliqué et on a un invité que je vais présenter dans 30 secondes. Donc on va rester ensemble 45 minutes. Voilà, un exposé de 30-35 minutes suivi de questions. Nous avons invité pour l'occasion Hubert Jantou, qui est quelqu'un que je connais depuis longtemps, ingénieur centralien, c'est comme ça qu'on disait quand j'étais petit, trader, acheteur d'énergie, cofondateur de The Energy, qui est un développeur de projets hybrides, solaire et batterie, et grand spécialiste du sujet que l'on va traiter aujourd'hui, qui est donc le stockage d'énergie par batterie. En deux mots, avant de passer la parole à Hubert, pourquoi ce sujet? Pour deux raisons. La première, c'est que les batteries deviennent un levier essentiel pour intégrer des volumes croissants d'énergie renouvelable, en apportant la flexibilité dont le système électrique a besoin partout en Europe et partout dans le monde. Et deux, parce que c'est au fond une nouvelle classe d'actifs, si on veut parler comme les financiers, et que cette classe d'actifs, elle a un attrait que Hubert va, j'imagine, j'en suis sûr d'ailleurs, s'efforcer de nous présenter. Voilà, sans plus attendre, Hubert, je te passe la parole. Bonjour à tous. Effectivement, la batterie a quelque chose de très intéressant, c'est que c'est un actif de flexibilité qui a un caractère très novateur, puisque je dirais jusqu'à pas très longtemps, la flexibilité dans l'électricité, c'était surtout du stockage avec des barrages ou des steps. Et donc, le développement des batteries depuis quelques années permet de développer ça de manière beaucoup plus massive, à des endroits où, évidemment, la géologie ne permet pas de faire des stockages hydrauliques, et de pouvoir le déployer très rapidement. Beaucoup de moyens, comme on va le voir dans la présentation, sont dépensés tous les ans en termes de recherche et développement, ce qui fait que les technologies bougent aussi très très vite, et on va pouvoir en parler un petit peu. Et donc le stockage par batterie, ou du moins le stockage de manière générale, est en train de se développer dans un tas de domaines. Donc là, sur ce diagramme, ce qu'on appelle le diagramme de Ragon, on présente à la fois les différents types de stockage ou d'actifs qui peuvent avoir une fonction plus ou moins de stockage, entre une densité en puissance et une densité en énergie. On voit donc là-dessus, à droite, les condensateurs électrolytiques, ou les capacités de stockage électrochimiques qui, elles, en fait, historiquement, sont connues depuis très longtemps et qui ont surtout une capacité à délivrer une forte puissance, mais très rapidement, donc peu de capacité dans la durée. Et les batteries étaient évidemment longtemps connues avec le plomb, puisque je dirais des voitures électriques roulaient au plomb déjà à New York au début des années 20, et c'est même à ce moment-là, c'était encore le type de véhicule qui était prédominant à New York en 1920. Qui, elles, évidemment, sont connues depuis longtemps, mais ont un petit défaut, c'est que la capacité de stockage qu'on peut avoir avec les batteries au plomb, elle n'est pas terrible, faible densité, et ça pèse très lourd. Et donc, tout ce qui s'est développé d'abord avec les portables, les téléphones portables, ordinateurs portables autour du lithium, a continué à se développer, et en mettant un peu d'argent dans tout ça, on a pu développer des technologies de plus en plus performantes. Et chaque nouvelle technologie de batterie va un peu plus loin dans le diagramme, en haut à gauche, pour aller chercher plus de capacité, pour pouvoir stocker plus longtemps, à des coûts, évidemment, chaque fois, dont l'objectif est d'être de plus en plus compétitif. Et donc, on peut aller de plus en plus vers la gauche et le haut avec le temps. Et donc, on va parler après de différents types de stockage pour aller chercher des capacités à énergie plus importantes. Donc, juste rapidement, pour revenir sur qu'est-ce que c'est qu'une batterie chimique, c'est un actif qui dispose d'une cathode, d'une anode, d'un séparateur, souvent d'un liquide, dans lequel se promènent des ions. Et les ions vont dans un seul sens. Et en fait, disons qu'il y a un espèce de cycle qu'on peut appeler un mouvement rocking chair, c'est-à-dire que l'énergie se promène
à l'intérieur de la batterie quand on la charge et à l'extérieur de la batterie quand elle se décharge. Donc, en fait, quand on la décharge, c'est des électrons qui vont sortir, qui vont aller, je dirais, alimenter les équipements qu'on cherche à alimenter avec. Évidemment, une fois que la batterie est vide et qu'elle n'a plus d'électrons, elle ne peut plus faire bouger l'électron, on va recréer un mouvement inverse à l'intérieur de la batterie en rechargeant la batterie. Et donc, c'est les ions qui vont bouger dans le sens inverse et qui vont retourner à leur point de départ et qui font qu'on a à ce moment-là une espèce de mouvement de balancier, d'aller-retour, et qui est évidemment réversible, mais qui n'est pas réversible sans dépense d'énergie, et ce qu'on va donc aborder maintenant. Donc, en fait, une batterie, quand on fait un cycle, on n'a pas un rendement à 100%, malheureusement, un peu inférieur à 100% au sein de la batterie elle-même. Au sein de la batterie, on est sur des rendements, suivant le niveau de puissance qu'on met, entre, on va dire, 95 et 98% dans un sens. Mais il y a d'autres équipements, puisqu'une batterie, c'est du courant continu, et en général, on a besoin dans le réseau en courant alternatif. Donc, il y a des équipements de conversion, de transformation, qui font qu'en fait, le rendement total du cycle complet, ce qu'on appelle round-trip efficiency en anglais, est de l'ordre de 86, 87, 88%. Parfois, ça monte à 90%. Mais c'est un rendement qui se détériore un peu avec le temps, ce qui fait qu'en fait, on va dire sur la durée de vie moyenne d'un projet, on est probablement entre 86 et 88% de rendement round-trip efficiency. Un deuxième point, c'est que les tensions des batteries des cellules sont assez faibles. Donc, une batterie, c'est un assemblage de cellules, séries parallèles, et on arrive à des niveaux de tension aux bornes de ces actifs qui sont ou vers 800 volts ou vers 1500 volts, typiquement. Et donc, quand on parle de batterie de grosse taille, la conséquence derrière ça, c'est qu'elle a des très, très grosses intensités, un peu comme dans le photovoltaïque. Et donc, grosse intensité veut dire grosse risque de perte au niveau du courant dans les câbles. Et donc, la taille des câbles est aussi un point essentiel. Il faut des très, très gros câbles pour limiter les pertes de conversion, je dirais, dans le transport des électrons entre courant continu, courant alternatif, basse tension, et pour remonter à haute tension avant d'aller sur les réseaux. Les batteries aussi, malheureusement, vieillissent parce que la chimie des ions lithium est une chimie qui est stable mais qui a une forme de dégradation. Dégradation au niveau de la cathode, dégradation enfin au niveau anode et cathode, mais donc dégradation d'une manière générale avec le temps des performances des cellules et des caractéristiques où les températures élevées et les températures très basses, le lithium n'aime pas du tout. Les courants très forts, donc le lithium n'aime pas trop non plus. Et donc tout ça fait que les batteries vieillissent et l'activité de la batterie est un facteur de vieillissement. Le deuxième, c'est le vieillissement calendaire, c'est-à-dire le fait que la chimie se détériore sans rien faire avec le temps. Donc, si on compare les 10 lithium-ions, enfin ce qu'on appelle, ce qui est la plus courante aujourd'hui en stockage stationnaire, c'est les chimies lithium-ferrophosphate, donc LFP, avec d'autres technos. Donc, on a mis là une techno à côté qui est, on va dire, un gros potentiel, pas encore, je dirais, fortement développé, mais un gros potentiel de développement, c'est le sodium-ion, donc Na pour le sodium avec son sigle. Donc qui est très proche du lithium-ion sur le plan industriel, on en parlera peut-être plus tard, mais techniquement, il y a peu de changements sur le plan de la production industrielle entre sodium et lithium. Et j'ai mis là aussi, on a mis là, enfin, du moins ensemble avec Pascal, deux autres technos pour comparer du stockage relativement courte durée, c'est-à-dire 1 à 8 heures. Typiquement, aujourd'hui, en Europe, on a surtout du stockage 1 à 4 heures avec le lithium, mais il y a des projets en Italie qui montent jusqu'à 8 heures. Et d'autres projets sur la longue duration aussi en Angleterre, où il y a un appel d'offres qui a été lancé et des batteries à 8 heures ou plus aussi vont certainement se développer autour de ça. Et donc d'autres technos qui étaient déjà existantes depuis quelques temps, le Redox Flow, qui a quelques avantages, malheureusement des défauts aussi. Il a un rendement qui est beaucoup moins bon, il coûte beaucoup plus cher en CAPEX et il a une densité qui est faible, donc il faut une grande surface pour avoir clairement une plus grande surface au sol, pour avoir un stockage en énergie équivalent à celui du lithium-ion.
Donc ça, c'est une techno qui est aujourd'hui effectivement est plutôt une techno de niche. Et Technofer-Air qui, elle, est clairement en TRL beaucoup moins développée. Les premiers projets vont sortir maintenant. Les projets aux États-Unis où Google a cofinancé en tout cas l'un de ces projets-là. C'est des projets où là, on va chercher plutôt des beaucoup plus longues durées avec des matériaux qui ne coûtent pas cher. Faire air, ça ne coûte presque rien. Mais les rendements sont évidemment très mauvais. On parle de 40-50%. Donc, c'est des technos qui aujourd'hui sont clairement dans une phase de développement très amont et pas encore nécessairement rentable opérationnellement parce que même si ça ne paraît pas coûter cher comparé au lithium-ion, les rendements, c'est quand même très destructeur de valeur d'avoir un rendement qui est à peine de 50%. Alors, en fait, une batterie, ça n'est pas du tout que des cellules. C'est à la fois des cellules et d'autres équipements qui sont autour. Et quand on parlera des prix, je vous montrerai l'écart qu'il y a entre le coût des cellules elles-mêmes et le coût de l'ensemble de la batterie. Donc, comme je disais que les températures des cellules, une batterie est très sensible à la température, donc il faut contrôler la température de la batterie. Et donc, il y a besoin d'un équipement et d'une techno, c'est de la climatisation avec des équipements de contrôle et de régulation pour permettre de réguler les températures des cellules. Au début, quand je dis au début, c'est dans les années 2010 jusqu'à 2021-22. En stationnaire, on avait surtout du refroidissement par air, mais ça a quelques défauts parce que l'air est un isolant, donc il faut dépenser beaucoup d'énergie pour faire bouger l'air avec des ventilateurs. Et ça reste malgré tout pas très performant. Et donc, l'industrie est, dans l'espace des dernières années, quasiment intégralement passée au refroidissement par eau. Alors, quand je dis eau, c'est en fait eau glycolée, parce qu'il faut que ça tienne aussi à froid sans geler. Mais donc, un refroidissement en liquide qui est beaucoup plus performant sur le plan des échanges thermiques et donc permet d'avoir une beaucoup plus grande homogénéité dans la température des cellules. Parce que c'est un point essentiel. Le vieillissement des cellules, il faut qu'il soit le plus homogène possible parce que s'il y a des inhomogénéités qui sont créées dans les batteries entre les racks et entre les modules, au sein des modules et entre modules au sein d'un rack, et entre racks au sein d'un container, ça devient problématique parce qu'après, il y a des cheminements privilégiés sur les résistances. Si les vieillissements de batteries ne sont pas identiques, les résistances internes sont différentes et donc, du coup, les cellules ne chargent pas du tout à la même vitesse et ça rend les choses plus compliquées. Les deux autres points que j'avais évoqués un peu, c'est que une batterie, c'est des courants continus. Donc, il faut transformer tout ça en courant alternatif et à un bon niveau de tension. Donc, on a besoin de convertisseurs, on a besoin de transformateurs, des câbles pour connecter tout ça et aussi d'équipements de pilotage et de contrôle. Donc, on peut appeler un EMS, un PPC, un PMS quand c'est pour la partie puissance avec les convertisseurs. Mais donc, on peut découper ça en plusieurs rôles, mais en tout cas, il faut contrôler tout ça, à la fois sur le plan de la sécurité de réseau, vis-à-vis du PDL, au point de raccordement du réseau, mais aussi pour qu'est-ce qu'on veut en faire. C'est-à-dire, en fait, piloter à tout moment la batterie pour faire tel service, ou deux services en même temps, complémentaires, etc. Ah, c'est bon ? C'est bon ? Oui, c'est bon. Après avoir parlé des constitutifs d'une batterie, on va parler maintenant en fait, de où sont fabriquées les batteries, quelle est la chaîne de transformation nécessaire pour fabriquer les cellules. Et donc, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous le savent déjà, mais en fait, le minerai lui-même, de lithium, en fait, est un minerai qui n'a pas... Il n'y a pas un pays qui a le monopole de la production du minerai. En fait, on en trouve dans beaucoup d'endroits dans le monde. Le minerai a un énorme défaut, ou les minerais, parce qu'il y a différents types de minerais, mais ils ont un énorme défaut, c'est qu'ils ont toujours une teneur en lithium très faible. Et donc, les processus de transformation pour arriver à un lithium pur sont assez nombreux et complexes. Et donc, du coup, même si on trouve du minerai en Afrique, en Amérique du Sud, en Indonésie, en Australie, en Amérique du Nord, ou je dirais dans toute la zone sibérienne de la Russie, c'est pas là que se passe le point clé et prédominant du processus de transformation.
c'est dans le raffinage, donc la concentration, les processus industriels pour concentrer le minerai pour arriver à des teneurs à 99,9 en partant de quelques pourcents, et de transformation, je dirais, pour arriver à le produit de base qui sert dans les batteries, et puis la fabrication des cellules. Et donc, le produit de base qui est clé, c'est le lithium carbonate. Et, donc, et puis, en parallèle de ça, évidemment, il y a la fabrication des cathodes et des anodes. Et donc, ce que l'on voit dans ce graphique, c'est que sur tous ces process de transformation, la Chine a une position oligopolistique majeure qui fait qu'effectivement, même si elle n'est pas le producteur du lithium, pour ces phases de transformation jusqu'à la fabrication des cellules, elle a clairement un rôle prédominant. Et donc, ce rôle prédominant, elle cherche à le garder dans les prix de marché. C'est-à-dire, en fait, quand on regarde les prix de marché et les capacités industrielles de production, on va s'apercevoir que la Chine a une surcapacité de production industrielle majeure et qui est une volonté clairement politique de la Chine, qui fait qu'effectivement, il devient à ce moment-là très, très difficile pour les autres pays de construire des unités de production qui deviennent compétitives et qui soient compétitives sur la chaîne de transformation de toutes ces étapes-là et de fabrication des cellules. Et donc, on est sur un marché mondial qui est surcapacitaire, et donc, dont la surcapacité est principalement en Chine aussi, et donc est maintenue par la Chine, et qui fait qu'effectivement, ça ferme économiquement la porte pour la plupart des pays du monde et l'Europe. Ça rend la compétition avec la Chine plus compliquée, puisque je dirais l'excédent de capacité de production chinoise, par essence, est un point qui ferme un peu le marché pour l'Europe. Un deuxième point, c'est que les acteurs chinois, enfin les très gros acteurs chinois, que sont par exemple BYD et CATL, dépensent plusieurs milliards d'euros par an en termes de recherche, et que ça leur permet d'avoir clairement un temps d'avance sur les développements des technologies. Et donc, on voit que l'Europe a cherché à aider, en tout cas, par exemple, avec Northvolt ou d'autres acteurs comme ça, à développer des batteries. Mais on était parti très tard en termes de développement par rapport à l'évolution de la techno, sur des technos qui étaient déjà devenus un peu obsolètes, puisque je dirais, entre le moment où les décisions étaient prises et le moment où les unités commençaient à produire, déjà la LFP commençait à prendre une place importante dans la voiture, alors que Northvolt était resté sur des technologies NMC, donc nickel, manganèse, cobalt. Et donc, on voit là que l'avantage chinois, il perdure parce que sur la LFP, donc qui est la techno suivante, qui devient aujourd'hui la techno principale, ils ont eu le temps de travailler sur des améliorations de la LFP. Donc, on parle maintenant, par exemple, de LFMP avec du manganèse ou d'autres technos pour améliorer la LFP. Et comme j'avais évoqué rapidement tout à l'heure aussi, il y a le sodium qui arrive. Et CATL pousse énormément sur le sodium. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est que le sodium a quelques avantages par rapport au lithium. Il a un meilleur comportement il a un meilleur comportement thermique, c'est-à-dire il se comporte un peu mieux à froid ou à chaud. Mais comme ça reste une chimie, donc il est quand même sensible aux températures élevées, parce que les processus chimiques, la loi d'Arrhenius ont lieu quand même. Et donc du coup, il faut quand même un peu de climatisation pour gérer aussi le sodium, si on veut garder des actifs long terme. Mais le sodium a quelques avantages. Il coûtera probablement moins cher à terme, parce que le sodium est quand même beaucoup plus facilement disponible que le lithium. Et là aussi, a priori, des durées de vie qui sembleraient pouvoir être beaucoup plus élevées. Mais comme on est encore un peu tôt, il n'y a pas encore beaucoup de retours sur le sodium en termes de durée de vie. Donc, pour l'instant, c'est un peu ce que disent les fabricants sur lesquels on peut s'appuyer. On n'a pas encore des études prolongées avec des labos indépendants qui peuvent permettre de valider ces caractéristiques données par les constructeurs. Mais je dirais, comme CATL est quand même a priori un acteur assez responsable en tant que leader, on peut penser que la plupart des caractéristiques qui garantissent aujourd'hui sont des garanties qui vont pouvoir tenir.
Donc sur la Chine, le marché chinois est un marché qui s'est énormément donc développé avec un énorme, comparé à l'Europe, en tout cas et aux pays européens, un très très gros volume de batteries déjà installées, puisque je dirais c'est aussi le pays qui les fabrique. Il y a eu beaucoup d'incentives pour inciter, en fait, je dirais quasiment même obliger l'installation de batteries avec les ENR. Donc, il y a eu clairement une phase de développement où, sur un certain nombre de grands projets utility scale, les batteries étaient obligatoires pour aller avec le développement du renouvelable, ce qui a été effectivement en Chine un facteur aussi de développement très fort du parc de batteries. Et le marché va probablement maintenant aussi évoluer un peu là-bas, dans le sens où d'autres types d'usages vont apparaître, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas que l'obligation de mettre en place les batteries avec le développement renouvelable. On voit qu'en dehors de la voiture électrique et de ces types d'usages, CATL regarde à utiliser des batteries pour des bateaux, pour des usages aussi évidemment camions. Il y en a énormément, il y a énormément de développement de l'usage des camions électriques là-bas. Et donc, on voit que l'électrification de l'économie en Chine ne peut avoir lieu qu'avec les batteries, et que pour les acteurs chinois, l'un des intérêts du sodium, c'est qu'il y aura beaucoup moins de risque de volatilité sur le prix, comme on peut l'avoir sur le lithium. Et donc, ça donnera pour l'ensemble de l'industrie là-bas, que ce soit l'automobile ou les autres secteurs, beaucoup plus de visibilité sur le coût des projets. Parce qu'effectivement, j'en ai pas trop parlé, mais l'un des problèmes du lithium, c'est que comme la phase de transformation est une phase qui est très capital intensive, comme ça l'est pour des métaux comme le nickel, l'un des problèmes de ça, ou d'autres comme le cobalt, mais comme le nickel par exemple, l'un des problèmes que j'ai pu voir quand j'ai travaillé chez Eramet sur ces sujets-là, quand je m'occupe des achats du groupe, c'est que en fait, les besoins de CAPEX sont très très importants, et donc du coup, les acteurs, quand des acteurs développent un nouvel actif, bah, disons, ça rentre dans une situation où il y a peut-être une situation de tension avant, et après, le marché est excédentaire en capacité, donc le prix s'écroule. Ça dure un certain temps jusqu'au prochain mouvement où le marché redevient déficitaire. Et donc, du coup, c'est très compliqué pour les acteurs d'avoir une visibilité sur le prix s'il n'y a pas de marché futur. Il y a un marché futur du nickel où on peut hedger la valeur forward du nickel, mais ça n'est pas aujourd'hui qui existe d'une manière très efficace pour le lithium et le lithium carbonate. Et du coup, pour l'ensemble des acteurs de la chaîne, aller vers un produit comme le sodium, ça donne aussi une meilleure visibilité parce qu'à terme, on sait que le sodium devrait être beaucoup plus stable en coût et donc beaucoup plus prédictif sur son évolution en termes pour l'acquisition de batteries au sodium. Donc, si on regarde maintenant le marché français, donc le marché français est un marché qui a démarré lentement comparativement, par exemple, au marché anglais qui s'est développé beaucoup plus vite, parce que aussi l'industrie ou les gestionnaires réseau anglais de transport a cherché à inciter à développer les batteries très rapidement pour répondre à des besoins d'inertie, entre autres. Et donc, le gestionnaire de réseau anglais a fait évoluer ses services systèmes pour mettre plus d'inertie, c'est-à-dire des services très rapides, où la batterie peut être tout à fait active, et voilà, l'actif probablement le plus pertinent pour faire ça, puisqu'on demande aux actifs de répondre à des vitesses du type 50 millisecondes à 100 millisecondes, de pouvoir mettre des puissances full power en moins d'une seconde. Et donc, en Italie, Terna a aussi lancé un appel d'offres un peu de ce type-là, parce que les batteries sont un actif. Il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est un des actifs qui, en potentiel de développement aujourd'hui, peut offrir ce service parmi d'autres. Les services classiques qu'on voit sur les batteries, ceux qui ont été en fait surtout à l'origine de leur développement au départ, c'était ce qu'on appelle la réserve primaire ou la FCR, en terminologie européenne maintenant. Et depuis quelques temps, les marchés des services systèmes secondaires, donc ce qu'on appelle la FRR aussi, se sont ouverts aux batteries, en France comme dans d'autres pays européens, et donc les batteries ont commencé à offrir aussi à leur présence, donc à être qualifiées pour être présents dans ces marchés-là.
Un autre marché est en train d'arriver pour les batteries, c'est la MFRR. Mais la MFRR, elle va être certainement réservée surtout aux batteries qui ont plus de 4 heures, parce que la MFRR va remplacer les réserves, enfin va devenir l'outil principal de réserve, je dirais, pour RTE dès que ça sera après la FRR, puisque le passage d'ici 2028 à des patents de 30 minutes fait que RTE aura besoin d'avoir pas mal de puissance dans la période 15 minutes, 30 minutes pour faire des ajustements avant la phase suivante de 30 minutes. Et donc, la MFRR va devenir l'actif principal pour ça. Et donc, pour que les batteries puissent entrer dans ce service, il va falloir que les acteurs prouvent qu'ils ont la capacité d'offrir le service pendant longtemps, c'est-à-dire probablement 1 heure, 2 heures, un temps qui correspond à des variations typiques entre des prévisions et des réalisations sur des passages nuageux ou le vent. C'est-à-dire, en gros, il y a plus de vent qui arrive 2 heures avant, bah, il faut pouvoir compenser l'excès ou le déficit, si c'est le sens inverse, d'énergie dans le réseau pendant 2 heures. Et donc, au niveau régional et local, entre les services systèmes qui sont plutôt des services nationaux et des services locaux pour les ajustements de réseau, la MFRR va prendre un rôle qui va être à la fois un rôle national et un rôle local, comme il est déjà le cas en Angleterre, comme il est déjà le cas en Espagne, comme il est en train de prendre le cas en Allemagne. Et c'est probablement aussi quelque chose qui va arriver à terme en France, parce que les réseaux électriques, c'est aussi des réseaux d'eau, et donc ça veut dire qu'il faut aussi faire de l'ajustement, équilibre offre-demande au niveau local. En ce qui concerne les revenus donc, des batteries, bah, la FCR, donc, c'était son revenu historique. Elle est limitée parce que les services systèmes sont limités aujourd'hui à entre 500 et 600 mégawatts. On anticipe une augmentation à terme des besoins en termes de réserve, mais plus pour la FRR que la FCR, avec le développement du renouvelable. Mais donc, ça va rester de toute façon des volumes limités, parce que si on parle d'augmenter aujourd'hui ces services, ça sera peut-être à terme 1,5 giga, peut-être même 2 gigas. Mais comme on parle à terme d'actifs qui vont avoir 5 à 10 gigas entre la France et les autres pays européens, puisque ces services sont aussi des services qui sont échangés avec les autres pays. Donc, de toute façon, le volume de batterie au niveau France et Europe qui va offrir ces services d'ici 4-5 ans sera très excédentaire par rapport à ces services. Donc, ces services vont être saturés, vont baisser un peu en valeur et vont probablement converger en valeur vers les valeurs d'arbitrage, arbitrage DED, intraday. Et donc, d'ici quelques années, la valeur de la batterie, ça sera un cyclage en énergie. Un cyclage en énergie qui sera effectivement un peu différencié par revenu capacitaire et par typologie d'actifs. Mais une batterie qui fait 4 heures, elle pourra toujours faire de la FCR, elle pourra toujours faire de la FRR, elle pourra faire de la MFRR. Une batterie qui fait 1 heure, elle pourra faire de la FCR, un peu moins de la FRR et très peu de MFRR parce qu'elle ne pourra pas offrir grand-chose en 4 heures. Elle pourra offrir un quart de sa puissance sur 4 heures, ce qui ne va pas lui faire un revenu énorme, surtout que la MFRR est un revenu purement énergie. Voilà. Donc, du coup, le panier de revenus pour les batteries, ça va être effectivement des revenus qui aujourd'hui sont surtout des revenus de service système, à terme, des revenus qui vont être drivés surtout par la valeur de l'arbitrage des ED et intraday. Et donc j'ai parlé un peu de l'Europe. Donc, ce dernier slide, c'est pour vous présenter les sujets au niveau européen. Et donc, on a, je dirais, un constat avec des graphiques qui sont un peu pareils partout, c'est-à-dire on part bas et puis on monte beaucoup, ou relativement. Et donc, suivant les pays, d'ici 2030, les volumes attendus sont plus ou moins importants. Les drivers, c'est évidemment le développement du renouvelable. Et donc, les stratégies, suivant les pays, qui vont vers soit quasiment exclusivement du renouvelable, ou énormément de renouvelables comme l'Angleterre ou l'Italie, qui regardent toujours le potentiel de développement avec, je dirais, aussi un peu de gaz, comme l'Allemagne qui veut relancer des appels d'offres pour des centrales à gaz qui seront à terme switchables vers l'hydrogène. Et la France, qui est toujours dans un mix entre nucléaire et renouvelable, n'ont pas exactement les mêmes potentiels à 2030 en termes de développement sur les batteries. Mais si on se projetait plus loin, on verrait que la France aussi, elle a aussi un potentiel de développement de batteries qui va continuer à croître. On ne va pas s'arrêter à 2030 et ça ne va pas rester stable après 2030. Les marchés partent tous de positions un peu différentes en termes de comment les batteries peuvent opérer dans les marchés. Et l'Europe
a clairement, je pense, un œil très scrutatif pour essayer de s'assurer qu'il y a une homogénéisation de la façon dont ces marchés vont fonctionner. Ça a été le cas pour les serveurs systèmes, mais je pense que l'Europe va continuer à chercher à forcer la régulation à s'intégrer vers un mécanisme de plus en plus normalisé et standardisé entre les pays. Car en fait, quand on regarde dans les détails, il y a toujours des petites différences et toujours des petites choses qui font que dans chacun des pays, les opérateurs incumbents ont toujours quelques avantages par rapport aux nouveaux entrants. Merci Hubert. Il y a pas mal de questions, alors j'en prends connaissance. Alors, question qui est compliquée, mais voilà, quel est le LCOE d'une batterie alors, la question était plus précise. 1 MW, 2 MWh. Bon, compliqué. Mais est-ce qu'on est capable de donner une fourchette Alors, oui, on est capable de donner une fourchette. Là, je m'étais pas préparé à répondre à cette question parce que j'ai pas un chiffre exact en tête, mais disons que ça va dépendre de la durée de vie de l'actif, ça va dépendre un peu de ce que l'actif va faire. Donc, comme je vous disais, les batteries lithium, aujourd'hui, elles ont des durées de vie entre 15 et 20 ans. Les batteries sodium, d'après les dires de CATL et de BYD, on peut peut-être aller à 30 ans. Et donc, si on a un coût CAPEX qui est le même entre du sodium et du lithium, on voit qu'effectivement, si on peut avoir une durée de vie 2 fois plus longue et donc cycler 2 fois plus, puisque la durée de vie dans la LCE, ça rentre là-dedans, c'est ça qui rentre dedans, évidemment, ouais, alors, potentiellement peut-être diviser par 2 le LCO d'une batterie sodium par rapport à une batterie lithium. Donc, tout va dépendre un peu des technos dont on va parler pour ces coûts-là. Donc, si on raisonne sur 30 ans, je dirais on va peut-être se trouver peut-être en dessous de 30 euros. Par contre, si on raisonne sur une durée de temps beaucoup plus courte, si on a une batterie qui ne dure que 10 ans parce qu'on fait des choses avec qui font qu'elle fait 2 cycles par jour, elle a une activité, elle est très active dans son activité qui fait qu'elle a une durée de vie courte, et bien, fatalement, là, on va monter à des coûts beaucoup plus élevés. Mais en même temps, le LCOE, si on fait 2 cycles par jour, c'est qu'on va avoir cherché une batterie qui va capturer beaucoup plus de valeur. Donc, du coup, il y a LCO d'un côté, il y a qu'est-ce qu'on fait avec, donc quel type de revenus on peut capturer. Il y a aussi une question sur la cannibalisation. Bon, je pense que les auditeurs, enfin les participants au webinaire, ils constatent bien la perte de valeur du PV. Ouais. D'ailleurs, à cet égard, ce que tu me disais avant le démarrage du webinaire, c'est que vraisemblablement, demain, faire du PV sans batterie, ce sera compliqué, voire même ce sera interdit. Mais est-ce qu'il y a un risque de cannibalisation des batteries par elles-mêmes, en fait, Alors, au fur et à mesure que c'est vrai de tout, c'est vrai, c'est problème d'offre et de demande. Oui, bien sûr. En fait, si la FCR est saturée, la FR est saturée, enfin, elle n'est pas le cas aujourd'hui en France, mais à terme, la saturation est déjà arrivée en Angleterre. Donc, en fait, effectivement, ça montre matériellement une forme de cannibalisation de revenus, puisque je dirais, les batteries en Angleterre, elles ont déjà une telle puissance installée qu'elles saturent déjà depuis quelque temps les marchés de services systèmes en Angleterre. Donc, en fait, le marginal aujourd'hui en Angleterre, c'est déjà une valeur d'arbitrage. Et donc, je dirais, c'est déjà très documenté que les revenus des batteries en Angleterre ont beaucoup baissé et elles ne reviendront pas au niveau de revenus qu'elles avaient il y a 2 ou 3 ans parce que cette cannibalisation existante fait qu'elles ont un niveau de revenu qui est bien inférieur à ce qu'elles avaient il y a 3 ou 4 ans. Mais en même temps, quand on voit les évolutions technologiques et celles dont je parlais, c'est-à-dire l'arrivée potentielle du sodium, fait que il y aura peut-être une phase pendant laquelle, je dirais, le marché va être un peu attentif. Mais si le sodium confirme tout son potentiel, je dirais, il y aura probablement une deuxième phase après où, à partir du moment où les batteries sodium deviendraient potentiellement le leader en termes de développement de nouveaux actifs. Donc, ça suivra probablement une évolution de la courbe de Bloomberg, en quelque sorte. Et donc, du coup, ça va à ce moment-là peut-être relancer une nouvelle vague de développement significatif de batteries et ça va à ce moment-là aussi continuer à effriter un peu la valeur des batteries. Donc, effectivement, pour les acteurs qui développent des batteries, il y a effectivement 2 questions et c'est un enjeu essentiel. C'est OK, j'ai un scénario de prix futur, mais qu'est-ce qu'il vaut ? Est-ce que ce que me proposent certains acteurs qui proposent des scénarios de prix, c'est vrai ? C'est vrai jusqu'à quel point ? C'est vrai jusqu'à quand ?
Et donc, alors que les actifs étaient en Angleterre ou même en France, regardés comme très marchands autour de 2020, parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens d'investir dans les projets, c'est-à-dire on n'avait pas énormément de financement, moyens de financement en dehors des financements sur fonds propres, ou des financements bancaires au niveau de la structure, mais au niveau du projet, c'était un peu compliqué. Maintenant, effectivement, quasi exclusivement, tous les projets se développent avec des intermédiaires agrégateurs qui sécurisent des revenus sur 5 à 7 ans, voire 10 ans. Évidemment, ça peut être des revenus qui sont décroissants dans le temps. L'agrégateur, c'est l'off-taker. Donc, oui, c'est l'off-taker. Lui, il a les fonds propres. Alors, lui, il a des fonds propres. En tout cas, il a une structure financière qui lui permet de… C'était une question, effectivement. Oui. Alors, quel financement pour les batteries? Ibrick, aujourd'hui, ils sont porteurs d'un risque majeur dans leur offre commerciale. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore un moyen pour eux de rebalancer ce risque marché avec des outils de financement. D'ailleurs, ce n'est pas le DED forward, ce n'est pas la cotation de X forward où il n'y a pas de différence de prix nécessairement structurelle évidente et qui permet de hedger la valeur d'un spread entre le pic et l'off-peak qui va valoriser dans le marché forward à 5 ans qu'est-ce que vaut le cyclage d'une batterie. Mais justement, il est aujourd'hui question de sortir de nouveaux indices en fin d'année. Donc X, le patron des X en a parlé au printemps. C'est un sujet qui est maintenant, qui est, on va dire, je pense, quasiment sur les rails. Enfin, il a une logique fondamentale, donc je ne vois pas pourquoi il ne va pas sortir. C'est qu'il existe des produits qui sont aujourd'hui des produits OTC, donc des produits qui sont aujourd'hui valorisés à chaque jour, les spreads, les meilleurs spreads entre achat et vente, donc qui ne te tient pas compte du rendement de la batterie, c'est juste du 1 pour 1. Donc il reste des risques résiduels pour la batterie, mais l'idée de ces spreads, c'est qu'on prend les meilleurs spreads de la journée. Donc aujourd'hui, comme le marché est un marché à 15 minutes, donc ça peut être les 4 meilleurs spreads pour 1 heure ou les 8 meilleurs spreads pour 2 heures, ou etc., si on veut faire 3 ou 4 heures. Donc évidemment, c'est des spreads qui peuvent être dans tous les sens, mais la logique n'est pas de dire que la batterie peut exactement le refaire, mais c'est un indice. Et donc l'idée, c'est qu'en développant un indice forward de spread journalier, donc qui peut après être coté sur des bases mensuelles, ou qui pourrait être coté sur des bases mensuelles, des bases trimestrielles, des bases annuelles, ça permettrait d'avoir un marché forward donc de spread qui permettrait de hedger une partie du risque pour les acteurs, qui donnerait de la visibilité forward sur qu'est-ce que le revenu forward d'une batterie, donc qui à la fois pour toute la chaîne des acteurs du marché permettrait de donner une visibilité à un signal de prix, quoi. Et donc sur la valeur de la flex. Et donc, alors c'est pas toute la valeur de la flex, puisque si c'est un marché de spread sur le DA, ça ne capturera pas une valeur intraday, ça ne capturera pas une valeur de service système. Mais comme je disais tout à l'heure, à part l'intraday qui est un revenu qui peut aller en plus que le DA, on va dire le mix DA intraday va devenir le revenu de référence pour tout le reste. Parce que je dirais, c'est toujours plus liquide. Donc, de facto, si tu as un autre revenu qui n'est pas plus liquide et pas plus sûr, tu peux toujours aller vers le DA et l'intraday. Et donc, du coup, pour l'arbitrage de valeur, ça sera le signal de référence. Je lis les questions, parce qu'il y en a beaucoup. À quand les premières batteries sodium en Europe? Alors, je coupe. Deuxième question, Europe de l'Est, est-ce que ce n'est pas un terrain de jeu intéressant pour les batteries, dans la mesure où on voit dans ces pays des spreads de plus en plus oui, ça fait déjà un certain temps, effectivement, que dans les pays de l'Europe de l'Est, il y a des acteurs qui développent des batteries, la Pologne en particulier. Ouais. Après, je pense que dans la plupart de ces pays-là, l'Europe, comme je disais, elle cherche à faire en sorte que les règles européennes s'appliquent. Mais il peut y avoir comme je disais aussi en même temps, quelques biais qui font que les opérateurs historiques locaux ont toujours des avantages. Et donc, du coup, il faut être prudent dans la façon dont on va regarder dans ces pays-là. Ouais. Il faut regarder qu'on soit bien accompagné dans ces projets-là, quoi. D'accord. Alors, je change de sujet. Est-ce que l'ACV, hein, l'analyse du cycle de vie, est-ce que c'est un problème pour les batteries? Est-ce qu'au fond, est-ce qu'il y aurait hein, des outils plus vertueux hein, pour développer de la flex au service du système électrique? Alors,
Je n'ai pas parlé de toutes les technos tout à l'heure, surtout sur les Long Duration Energy Storage, les LDES. Il y a une autre techno sur les. Enfin, il y a une techno de cycle où on cycle de l'air, air comprimé. Bon, c'est pas très bon parce que l'air a pas d'excellentes propriétés. Ouais. Par contre, avec le CO2, il y a quelques projets en Sicile qui semblent intéressants, pertinents. Bon, il y a toujours d'autres enjeux, c'est que dans le CO2, si c'est un cycle entre des conditions atmosphériques ambiantes et donc pas un cycle, pas un CO2 supercritique, mais un CO2 normal, on va avoir un petit problème, c'est que quand tu stockes le CO2 à pression atmosphérique, eh ben, il faut un énorme volume, donc du coup, il faut de la surface. Donc ça peut être des freins pour certaines géographies, certains emplacements. Ça ne peut pas s'installer partout, mais ça serait quelque chose qui permettrait probablement de bien gérer à la semaine, par exemple. Donc, pour de l'éolien, ça pourrait être assez intéressant d'utiliser du CO2 pour ça. Donc, les cyclages CO2 ou un cycle, compression-décompression. Mais il faut bien voir que quand on est dans le Long Duration Energy Storage, ça cycle beaucoup moins. Donc, il faut qu'il y ait de la valeur sur ces cycles. C'est un peu comme l'hydraulique, hein, c'est que pour qu'il y ait de la valeur sur l'hydraulique, l'hydraulique capture beaucoup moins de valeur qu'une batterie, mais en même temps, elle a beaucoup moins de cycles. Et donc, du coup, il faut que les cycles soient très intéressants au sens du nombre de cycles qu'elle fait, parce que si une batterie fait 300 ou 350 cycles par an, ben, si tu n'en fais qu'un par semaine, tu n'en fais plus que 50. Et donc, du coup, il faut que ton CAPEX soit beaucoup plus faible pour que tu puisses capturer de la valeur sur tes 50 cycles. Parce que si tu touches 40 000 euros par mégawatt, ce n'est pas tout l'hydro qui touche 40 000 euros par mégawatt. Il y en a qui font plus, il y en a qui font moins, mais bon, c'est un ordre de grandeur. Mais d'un côté, on parle de batterie où on est à 100 000 ou plus que 100 000, avec de l'hydro qui est à 40 000 ou un peu moins. Parfois, elle peut faire plus, mais bon, tous n'ont pas les mêmes propriétés. Mais du coup, il faut que les coûts CAPEX soient plus faibles. Donc, pour revenir sur la question de l'ACV, en fait, tout dépend des questions d'usage, parce que des ACV, j'en ai fait pour The Energy. On n'a pas parlé de mon évolution professionnelle. Je fais du conseil maintenant, mais je fais toujours des analyses de cycle de vie pour des sites hybrides ou des batteries aussi. Donc, c'est un sujet que je connais pas mal. Il y a effectivement, pour la batterie, comme pour les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure, pas mal d'émissions de CO2, donc qui fait que la batterie, elle a un impact non négligeable. Mais en même temps, quand on regarde par exemple en configuration hybride, PV plus batterie, la batterie va permettre de déplacer la production de PV à des heures de soir ou de nuit. Et en fait, là où elle substitue, c'est du gaz ou du charbon. Parce qu'en fait, quand on est en France, alors évidemment, si on est en Pologne, là, on ne parle que de charbon, on parle de 600 kg par. Donc, oui, on n'est pas aux 50 de la France, mais même en France, en fait, comme l'a écrit l'ADEME et RTE, en fait, des actifs en France hybrides ou des batteries, en fait, elles vont aussi pousser l'énergie ailleurs en Europe. Et donc, il ne faut pas regarder les actifs qu'on construit en France uniquement par rapport à les émissions de CO2 en France, mais en fait, c'est des actifs où la valeur réelle, c'est qu'on va déplacer de l'énergie, qui va être une énergie qui va être la plupart du temps exportée ailleurs. Et donc, si on regarde en valeur marginale, on n'est pas loin on est sur plus ou moins 50-50 entre une compétition franco-française par moment, mais aussi très souvent, en fait, une substitution sur les volumes export avec un autre pays où là, les émissions sont beaucoup plus élevées. Mon cher Hubert, il est 16h44. Il y aurait eu 1000 autres questions, mais là, le temps presse. Alors, en 30 secondes, peut-être quand même. Ouais. Alors, ça va être, mais c'est un défi, c'est le dernier. Pour un client industriel ou tertiaire, installer une batterie, j'allais dire, dans son arrière-cuisine, c'est un modèle. Il y a des choses à faire. Alors, c'est des modèles qu'on peut regarder. 35 secondes après. Oui. Non, il peut y avoir des choses à faire. Il faut voir qu'un industriel, il a probablement un TURP qui est non négligeable. Donc, soutirer du réseau avec une batterie, ce n'est pas toujours très intéressant parce qu'on perd beaucoup en termes de revenus avec ça. Mais si on associe ça avec du PV, ça peut avoir du sens parce que la production locale,
elle, alors après, il y a des conditions aussi en France. La France est un peu compliquée sur les notions d'autoconsommation. Mais malgré tout, en fait, on gagne du TURP là-dedans. Donc, les associations. Alors, on peut regarder du PV, du batterie seule sur un site industriel, mais on peut regarder aussi les associations batterie PV, parce que ça aussi apporte quelque chose. Ce sera le mot de la fin. Écoutez, merci Hubert pour cette intervention. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. On vous donne rendez-vous, je pense, tout début septembre pour un nouvel épisode. Merci. Merci à tous.